Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires qu'on a parfois du mal à croire. Et pourtant, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur une drôle d'histoire. Deux universitaires qui, au début des années 1900, ont vécu un retour dans le temps et sont alors persuadés d'avoir rencontré à Versailles Marie-Antoinette en personne. Ben oui, mais c'est certainement la vérité. Ça se passait le 10 août 1901, donc par une très chaude journée d'août. Et les deux dames, elles sont un petit peu exténuées parce qu'elles viennent de visiter le château de Versailles, Charlotte Moberly et Éléonore Jourdain. Et donc, elles poursuivent leur visite, elles se disent, on va visiter le petit Trianon. Il fait donc très lourd, le temps se couvre. Vous voyez, quand un orage arrive à l'horizon, alors qu'il fait très chaud, ça crée une lumière quasiment surnaturelle. Et les deux dames, en chemin, elles se perdent. Et elles se retrouvent dans une ruelle. Et là, Moberly voit au loin, mais sans être particulièrement inquiète d'ailleurs, une femme qui secoue par la fenêtre un linge blanc. Jourdain, elle observe une ferme abandonnée devant laquelle se trouve une charrue. Elle croise deux hommes qui leur semblent être des jardiniers parce qu'ils sont munis de bêches, mais ils ont un accoutrement assez curieux. Ils ont des tricornes sur la tête et de très longs manteaux verts. Enfin, mis à part la bêche, ils ne ressemblent pas vraiment à des jardiniers. Elle leur demande leur chemin puisqu'elles sont perdues. Tout semblait soudainement contre nature, étrange. Même les arbres semblaient devenir plats et sans vie. Il n'y avait aucun effet de lumière et d'ombre et aucun vent n'agitait les arbres. Reconnaissez que c'est quand même étrange. Hein. Elles se sentent, surtout, ça c'est ce qu'elles ont décrit tous les deux ensuite, elles se sentent tout à coup toutes les deux comme oppressées. Elles ressentent une immense tristesse. Et là, un autre personnage apparaît près d'un kiosque chinois et les fixe intensément d'un regard inquiétant, un peu comme vous êtes en train de le faire avec moi, Stéphane, et nous savons maintenant que le mot précis, c'est ce personnage les morgue. Il les morgue. L'homme tourna lentement son visage, marqué par la variole. Oula, ça fait peur. Son teint était très foncé. L'expression était mauvaise et pourtant aveugle. Enfin, quand elles atteignent le petit Trianon, la dernière figure étrange apparaît. C'est une femme. Et oui, cette femme, elles l'identifieront par la suite comme étant Marie-Antoinette, bien sûr. Elle est assise sur l'herbe et elle dessine paisiblement. Elle porte une robe d'été légère, un chapeau blanc, les cheveux longs. Tout d'un coup, elle lève la tête, elle regarde les deux dames avec un regard tout à fait amène. Mais les deux femmes se sentent prises de malaise et c'est là qu'un homme, cette fois très avenant, aux cheveux bouclés, leur indique leur chemin. Elles parviennent au petit Trianon et y retrouvent d'autres visiteurs. Alors, dans un premier temps, elles taisent un peu leurs impressions parce que tout ça est quand même très étrange, mais elles se consultent. Et elles ont bien l'impression, toutes les deux, d'avoir vécu une expérience paranormale. Elles font quelques recherches sur l'histoire de France, parce qu'elles ne devaient pas y connaître grand-chose, et elles découvrent quoi ? Que le 10 août 1792 était le jour, les Tuileries ont été envahies, la garde suisse du roi a été tuée, et 6 semaines plus tard, la monarchie a cessé d'exister. Donc il y a bien là, se disent-elles, une sorte de phénomène paranormal lié à un anniversaire tragique, et ce qui explique pourquoi nous étions tellement oppressés. Alors elles se disent, on va y retourner. On va retrouver le chemin, on va essayer de retrouver. Bon, elles y retournent en janvier suivant, donc elles ont laissé passer pas mal de temps quand même. Elles reviennent à Versailles, elles tentent de trouver le même chemin. Impossible. Il manque tous les repères, tous les points de repère qu'elles avaient remarqués la première fois. Alors, bon, c'est pas compliqué, ça paraît évident. Le petit Trianon est hanté. Écrivons donc un livre sur cette question. C'est publié en 1911. Ça s'appelle Une aventure. Elle le publie sous les pseudos d'Elizabeth Morrison et Frances Lamont. Et d'ailleurs, le livre a un certain succès. En 1913, il s'en vend 11 000 exemplaires. Mais enfin, quand même, il y a quelques critiques un peu sceptiques, on s'en doute. De nombreux historiens, biographes, comme Philippe Jullian, propose une explication plus rationnelle. À l'époque où Moberly et Jourdain visitaient Versailles, Montesquieu avait un appartement à proximité. Il y organisait constamment des fêtes, dont certaines étaient thématiques, et ses amis étaient habillés comme des personnages de différentes époques. Serait-ce que ce que Moberly et Jourdain ont vu, sans doute une fête costumée ? Mais il y a quand même un petit problème. C'est que plusieurs décennies après la publication du témoignage des deux Anglaises,
une découverte accrédite leur histoire. On découvre un plan du Trianon qui indique qu'un kiosque chinois avait bien existé en 1774. Et puis pendant la Révolution, il y avait bien une charrue qui était exposée là où elles en ont vu une. Alors une question se pose naturellement. Comment Miss Moberly et Miss Jourdain, 2 Anglaises, ont-elles pu connaître ces informations qui n'étaient pas connues à leur époque ? Si les personnes rencontrées étaient en fait tout à fait des fantômes de l'époque de Louis XVI. En tout cas, Jean Cocteau, qui préfaça l'édition française de leur ouvrage, paru en français en 1959 sous le titre « Les fantômes du Trianon », y croyait tout à fait, puisqu'il a écrit que ces dames avaient découvert un univers dont une porte s'est ouverte par erreur. Après la publication du livre en 1911, plusieurs témoins, essentiellement anglais, ont déclaré avoir vu la dessinatrice dans le parc du château. Et le grand écrivain Tolkien, créateur du Seigneur des Anneaux, grand rêveur, créateur de mondes oniriques, cite l'expérience psychique d'Annie Moberly et Éléanore Jourdain comme l'une des influences l'ayant profondément marquée. Conclusion, Jean-Luc, si vous vous baladez entre le château de Versailles et le petit Trianon, si vous croisez une dessinatrice en allant au hameau de la Reine, écoutez, pas de panique, ça n'est que Marie-Antoinette, vous allez apprendre à la connaître, vous aussi. Merci Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je contrôle plus rien, puisque c'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main. C'est Burn to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.